Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Je suis Justine Rousselot de chez Misogu. Je suis chef de projet marketing digital au sein de la structure et nous allons aborder ensemble la thématique des accords MEVin lors de ce webinaire. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, vous n'hésitez pas à les poser dans l'onglet en bas à droite. Vous voyez, vous avez un petit onglet questions. Donc, vous pouvez les poser ici ou dans le chat si jamais. Mais dans tous les cas, voilà, soit on vous répondra tout de suite, soit on reviendra dessus un peu plus tard, sachant qu'à la fin du webinaire, on a prévu un petit temps de questions d'échange pour les questions-réponses. Donc, Marie Lallemand, qui est avec moi pour ce webinaire, qui est spécialiste accord MEVin, vous expliquera les bénéfices d'adopter ce type de proposer les accords MEVin pour votre restaurant. Et on verra ensemble, de par son expertise, les accords un petit peu dits fondamentaux pour booster aussi un peu les ventes de vos vins au sein de votre restaurant. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Misogu, rapidement, Misogu, c'est une c'est une plateforme qui permet des solutions de communication pour les CHR et donc vous aider à communiquer plus facilement auprès de vos clients. On propose plusieurs services, notamment tout ce qui va être menu digitalisé pour mettre en avant tous vos plats, vos producteurs et toute la philosophie de votre restaurant. On va proposer ce qui est menu PDF et on a également un outil de création en ligne qui permet la réalisation de cartes de restaurant ou d'autres supports tels que des cartes de fidélité, des cartes de visite, des flyers, ce genre de choses. Voilà rapidement pour la petite présentation. Je vois qu'on commence à être pas mal connectés. Donc, je laisse à présent la place à Marie. Donc, vas-y Marie, tu peux te présenter et commencer ta présentation. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, à l'origine, je suis sommelière de formation et je me suis spécialisée par la suite dans la communication des vins et spiritueux. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'initiation aux accords mets et vins. Le but aujourd'hui, ça va vraiment être d'explorer une approche stratégique de cette association entre les mets et les vins parce que ça peut devenir un véritable levier de succès, en fait, pour les restaurateurs. Et que vous soyez novice ou expert, le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous offrir des conseils pratiques pour maximiser l'expérience de votre clientèle tout en optimisant vos ventes et votre gestion de stock. Donc, je revois un petit peu le plan du webinaire avec vous. On va commencer par les bénéfices pour les restaurateurs. Ensuite, je vais revoir un petit peu tous les fondamentaux. Donc, je le dis, je vais le répéter, c'est une liste non exhaustive. J'ai vraiment classé les grandes catégories d'accords mets et vins, mais ça va vraiment vous donner des bases pour la suite et vous permettre de vous d'adapter en fait aux demandes de votre clientèle. Et ensuite, on finira sur les idées reçues et un petit peu les erreurs classiques à ne pas commettre pour être sûr de les éviter. Donc, les bénéfices pour les restaurateurs. On va vraiment commencer par examiner comment les accords mets et vins peuvent contribuer au succès de votre restaurant. En fait, au-delà de l'aspect gustatif qui est évident, ils peuvent renforcer votre image de marque et vous différencier de la concurrence. Donc, il y a surtout 6 points fondamentaux. Donc, le premier, c'est l'amélioration de l'expérience client. En fait, proposer des accords entre le vin et le plat, ça va vraiment permettre d'intensifier les saveurs et d'offrir à vos clients une expérience qui va être plus riche, plus raffinée. Ça va aussi montrer en fait votre souci du détail et votre désir d'offrir une expérience gastronomique qui va être unique et personnalisée. Vos clients vont en quelque sorte se sentir un peu choyés avec des accords bien pensés et ça va permettre ça de développer une fidélité envers votre établissement. Le deuxième point, c'est la mise en valeur des plats. Donc un vin bien accordé, ça va agir comme un rehausseur de goût. Ça va apporter des nuances et des dimensions supplémentaires à vos plats. Ça peut en fait transformer une recette classique en une vraie expérience sensorielle nouvelle pour votre client et ça va vraiment enrichir en fait la perception de votre offre culinaire. Ça a aussi le pouvoir d'équilibrer l'ensemble. En fait, en accord mets et vins, ça paraît, c'est quelque chose que je vais un petit peu répéter, je pense, pendant ce webinaire. Tout est une question d'équilibre. Un plat, par exemple, riche, va appeler des vins qui vont être dominés par la fraîcheur et l'acidité, qui vont venir contrebalancer son gras et sa lourdeur. Dans la même idée, des mets épicés vont appeler des vins plutôt sur la douceur pour les tempérer.
Et en fait, quand vous associez les deux, ça va forcément mettre en valeur vos plats parce que ça va apporter un équilibre à l'ensemble. Le troisième point, c'est la valorisation de la carte des vins. Une carte des vins qui est élaborée avec soin va vraiment renforcer l'image de votre restaurant et va montrer en fait votre expertise. Elle va inspirer confiance aux clients qui vont percevoir en fait que vous proposez des produits de qualité et ça va permettre de justifier des prix plus élevés. Une carte qui va inclure des vins originaux, des petites pépites de viticulteurs inconnus, des appellations confidentielles aussi. Ça va vraiment témoigner de votre démarche qualitative et de votre volonté de surprendre vos clients. Une autre manière, en fait, de les surprendre, ça peut être donc, comme j'ai dit, un petit peu présenter des vins moins communs, mais aussi peut-être d'introduire des vins sans alcool. C'est vraiment une tendance de fond qui se développe de plus en plus, notamment par rapport à toute la législation en vigueur au niveau de l'alcool au volant, mais aussi cette envie qui est très présente ces dernières années d'avoir une hygiène de vie plus saine pour les consommateurs. Et tout ça sont des choses qui peuvent aider en fait à construire une carte des vins intéressante et à la valoriser. Le point, c'est la différenciation de la concurrence. Les accords mets et vins, ça peut vraiment vous permettre de vous positionner comme un lieu de destination pour les amateurs de gastronomie. Ça peut vous permettre d'attirer des clients qui sont en quête d'une expérience sophistiquée et plutôt différente des repas, on va dire, standards. En fait, organiser une soirée spéciale accord mets et vins, ça peut être un puissant argument marketing. Ça va vous permettre de vous démarquer et d'attirer une clientèle qui est prête à vivre vraiment une expérience culinaire gustative à part. Ensuite, ça va être l'augmentation des ventes et du panier moyen. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Proposer des accords mets et vins, en fait, ça va inciter les clients à commander des bouteilles ou des verres supplémentaires. Et ça va augmenter forcément le montant de l'addition de manière fluide et naturelle. Un serveur peut suggérer un vin spécifique au budget plus important en accompagnement d'un plat principal et ce sera justifié pour le client. Ça va enrichir l'expérience client tout en augmentant les revenus sans paraître excessif en fait. Ça peut aussi passer par les vins au verre. Voilà, comme les vins sans alcool dont je viens de parler, les vins au verre, c'est vraiment une tendance qui devient de plus en plus importante ces dernières années, qui s'adapte parfaitement au concept des accords mets et vins. Parce que voilà, comme j'ai dit, les gens font beaucoup plus attention à leur consommation. Donc en fait, des vins au verre, ça permet de proposer facilement plusieurs vins au cours d'un repas sans avoir peur de trop consommer. Et c'est aussi bien plus intéressant en termes de marge pour les restaurateurs. Et le dernier point dans les bénéfices pour les restaurateurs, c'est l'optimisation des stocks. Ça, c'est une pratique qui est déjà hyper courante du côté de la nourriture, j'ai envie de dire. Par exemple, si vous avez, je sais pas, acheté peut-être trop de stocks en termes des queues de lotte, des souris d'agneau, etc., vous allez les faire passer souvent en suggestion le soir et dire à vos serveurs de les mettre en avant parce qu'il faut écouler les stocks. Pour les vins, des fois, c'est pareil. On a trop de stocks. On a acheté trop de caisses ou alors celui-là, on pensait le vendre et puis au final, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Il se vend pas tant que ça, les clients n'achètent pas énormément. Donc, les accords mets et vins, ça va permettre de le mettre en avant et de promouvoir des bouteilles qui sont peut-être un peu moins populaires. Vous allez proposer des associations bien pensées et ça va encourager vos clients à découvrir des vins peut-être moins connus tout en écoulant vos stocks beaucoup plus efficacement. Donc voilà pour les bénéfices, on va maintenant passer aux fondamentaux de ces accords mets et vins. Donc les fondamentaux, en fait ça va vraiment être des règles très simples qui peuvent vous servir de guide pour créer des accords équilibrés et séduisants pour vos clients. Alors même que vous n'avez pas de sommelier. Je vais dérouler ces fondamentaux comme un menu. Donc là, vous le voyez, on commence par les entrées. Et donc ça va être entrée, plat, fromage, dessert, vraiment comme si un client était assis à votre table et on va dérouler un menu. Donc dans les entrées, je vais commencer par les salades et les crudités. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre l'accent sur la fraîcheur en les accompagnant de vins qui vont être frais, aromatiques, qui vont mettre les papilles en éveil et permettre aux légumes de s'exprimer. En fait, pour les entrées, quelles que soient les entrées, il faut toujours garder en tête que c'est le début du repas. Donc on va éviter de trop tapisser le palais. C'est pour ça que souvent on évite un petit peu les vins moelleux et liquoreux en début de repas parce que ça a tendance à saturer un peu le palais, les papilles. Donc des vins plutôt sur la fraîcheur, c'est ce qui est le plus intéressant. Dans la pratique, qu'est-ce que ça va être comme vin? Voilà, donc là vous avez des appellations qui sont listées à chaque fois, vous allez voir, vous allez toutes les avoir au fur et à mesure. Donc ça peut être un Pouilly-Locher de Bourgogne, issu du chardonnay, qui va pas manquer de puissance, mais qui va trouver quand même un juste équilibre entre moelleux et vivacité.
ou alors on peut avoir un Jurançon de caractère dans le sud-ouest. Jurançon, c'est une appellation qui est en général plus connue pour les vins moelleux et liquoreux, les vins assez doux, mais ils produisent aussi des vins secs qui sont extrêmement intéressants. Et très bon rapport qualité-prix. Ça peut être intéressant aussi, voilà, ce type de vin en termes de marge pour vous. Ce sont des vins qui sont fringants, francs, fruités, élégants. Dans les grands classiques, on peut citer un entre-deux-mers. Donc ça, ce sont des vins de Bordeaux, les grands amis des mets légers, et qui sont aussi très à l'aise sur les fruits de mer parce qu'ils vont les souligner sans les effacer. Ou alors un Alsace Pinot Gris, légèrement rond, qui va être aussi parfait. Donc justement, en parlant d'Alsace Pinot Gris et d'entre-deux-mers, on va passer aux fruits de mer et aux crustacés. Donc ça, c'est certainement, je pense, l'un des accords les plus évidents quand on pense huîtres, crevettes, etc. On sait tout de suite qu'on va mettre du vin blanc dessus. En général, il suffit de miser sur des vins blancs secs et minéraux qui vont parfaitement se marier avec l'iode. Mais attention, dans les fruits de mer et les plateaux de fruits de mer, il n'y a pas que l'iode des crustacés. Il y a aussi le pain, le beurre, le citron et parfois une petite vinaigrette aux échalotes. Voilà, il faut penser aussi à tout ce qu'il y a à côté. En soi, c'est pas si simple que ça finalement quand on y pense. Donc, on peut à nouveau proposer un entre-deux-mers, comme j'ai dit juste avant. On peut aussi partir sur un chablis. Les chablis sont des vins de Bourgogne qui sont vraiment parfaits avec tout ce qui est fruits de mer et crustacés, parce qu'en fait, ils ont la particularité en fait, les vignes de Chardonnay vont puiser un petit peu de l'iode et de la minéralité dans un terroir qui est fait de petites huîtres fossilisées. Voilà, c'est vraiment la grosse particularité de Chablis. Donc c'est pour ça que ça va très bien aller avec tout ce qui est fruits de mer, parce qu'on va vraiment faire le plein de minéralité. Pour les mets qui ont un peu plus de gras et de texture, comme le homard ou le crabe, ça va permettre d'apporter de la vivacité, mais sans non plus enlever la gourmandise. C'est ça qui est intéressant. On va aussi penser dans les grands classiques au muscadet Sèvres-et-Maine en Loire. Ça, c'est vraiment le gros typique, muscadet Sèvres-et-Maine avec, je sais pas, justement un plateau des huîtres, des crevettes. On sait qu'on ne peut pas se tromper avec ça. Il y a aussi le Picpoul de Pinet. Ça, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est un vin du Languedoc qui est façonné vraiment sous influence maritime. En fait, les vignes sont juste à côté de la mer, donc vont vraiment prendre tous ces embruns. Et ça va être parfait donc avec des fruits de mer et des crustacés. On va pas non plus hésiter à jouer sur tout ce qui est effervescence, ou partir sur un champagne brut ou un blanc de blanc à la bulle fine. De manière générale, on va juste éviter les blancs de noir qui vont être un peu plus vineux et rester plutôt sur la légèreté, la tension, avec juste ce qu'il faut de fruits. Ensuite, on va passer à la charcuterie. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai mis cette catégorie, c'est que je trouve que la charcuterie, ça peut s'adapter à plein d'établissements différents. Voilà, parce que là, dans ces webinaires, je ne sais pas qui est inscrit, quel type de restaurant vous avez. Donc la charcuterie, ce qui est bien, c'est que ça peut être un petit peu travaillé des fois en condiment ou dans des mets un peu gastronomiques. Ça peut être aussi une entrée de bistrot assez classique. Ça peut être, si vous avez juste un bar à vin qui sert des planches de charcuterie, voilà, donc c'est adapté à plein d'établissements différents. Donc la problématique de la charcuterie, c'est que elle est très salée et relativement grasse. Donc elle va plutôt aimer la compagnie des vins rouges sur le fruit, parce que les tanins, en fait, ça fait pas très bon ménage avec le gras et le salé. Ça fait partie des grandes bases qui sont intéressantes de connaître. On va donc se tourner plutôt vers des rouges légers, donc ça peut être un pinot noir d'Alsace. Le pinot noir, c'est vraiment le cépage parfait ici, quelle que soit la manière dont il est travaillé. Là, j'ai choisi l'Alsace, mais vous pouvez un petit peu varier les plaisirs en partant par exemple en Bourgogne. Ensuite, pour ceux, quand je dis ceux, en général, je parle de votre clientèle en fait. Parce que si je vous donne plein d'idées comme ça, c'est aussi parce qu'à la base, ça va être à vous de la questionner pour connaître ses goûts. Mais si vous avez un client qui vous dit, moi, j'aime bien les vins un peu légers, mais j'aime bien aussi les épices et un peu de structure, vous pouvez partir sur du gamay dans le Beaujolais. Donc ça peut être un brouillé ou un chirou par exemple. Ou alors, pas très loin de là, finalement, un Côte-du-Rhône qui va être souple et légèrement épicé. Que ce soit du jambon cru, du saucisson, chorizo, copa. La charcuterie, ça va aussi rappeler des mets un peu estivaux. Ça rappelle souvent en fait des apéritifs entre copains aussi en fait dans l'imaginaire de tout le monde. Et ça va être parfait avec des rosés méditerranéens. Là, vous avez le choix. Vous pouvez partir soit en Provence avec un bandol, parce que c'est bien d'avoir quand même un poil de structure pour tenir tête à la charcuterie.
Ou alors, dans Languedoc-Roussillon, prendre un corbière. Vous pouvez être sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, donc, je continue à dérouler mon menu. On va passer au plat. Donc, dans les plats, on va commencer avec les poissons et fruits de mer. Donc, ça va être un petit peu différent de ce qu'on a vu en entrée, parce qu'en général, quand ils sont en plat... Excuse-moi Marie, on a une petite question. Oui. Par rapport à la charcuterie. Est-ce qu'on peut boire du vin blanc avec de la charcuterie? On peut totalement boire du vin blanc avec la charcuterie. Après, il faut un peu choisir. Le vin blanc, ça va très bien avec tout ce qu'on appelle charcuterie crue. Donc, saucisson, jambon cru, ce genre de choses. Chorizo aussi, un peu copa. C'est très intéressant de choisir, par exemple, j'ai dit un chardonnay du Pays d'Oc, parce que ça va venir enrober. En fait, c'est assez ample et frais pour venir enrober la charcuterie. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de tanins. Donc, et en fait, comme j'ai dit, le gras, le salé, ça a tendance à assécher les tanins. Voilà, donc ça peut être intéressant. On peut aussi partir d'aller complètement à l'opposé, de prendre un chablis. Voilà, la minéralité, ça peut faire très bon ménage aussi avec ce type de charcuterie. Et ça va la souligner sans l'effacer. Ok, merci pour ta réponse. Merci, avec plaisir. Donc, je reviens à mes poissons et fruits de mer en plat. Donc là, comme je disais, en fait, en plat, c'est un peu plus, enfin, en général, beaucoup plus, même travaillé qu'en entrée. Ça peut être mariné, grillé, en sauce. Donc le but, c'est vraiment de faire preuve de finesse en choisissant des vins qui vont pas écraser leur saveur délicate, sans jamais perdre de vue, par contre, que c'est une recette plus imposante que celle qu'on a vue en entrée, qui va demander un peu de structure en bouche, comme un beurre blanc bien onctueux. Voilà, quand je pense à un beurre blanc, c'est quand même une sauce sur la finesse et l'acidité, d'accord, mais qui est bien crémée, bien onctueuse. Donc, on va essayer de choisir des vins qui vont avec. C'est-à-dire qu'on va partir sur de la vivacité, mais le fruité va prendre un peu plus de place. Par exemple, on pense dans ces moments-là à des meursault en Bourgogne. Ça va être les vins parfaits. Donc là, en fait, comme le Chablis, on est sur du chardonnay de Bourgogne, mais en fait, le terroir est complètement différent. C'est un terroir gorgé de soleil. Et en fait, le meursault aussi, il y a dans la vinification quelque chose un peu différent. Il va y avoir un bâtonnage tout au long de la vinification, ce qui fait qu'on va faire remonter les lits, ça va donner des vins qui vont être avec beaucoup plus de matière. Pareil pour un Condrieu en Vallée du Rhône. Ça, c'est un vin à base de vionnier qui a vraiment un cépage qui a une énorme expression aromatique. En fait, c'est vraiment une explosion aromatique en bouche. Pareil, je le répète, donc plus sur des poissons travaillés avec une sauce, etc. Parce que c'est des vins qui sont quand même assez costauds au niveau aromatique. Donc, on va éviter de les mettre sur un bar grillé Toussaint, par exemple. Là, on peut peut-être revenir sur un petit Chablis. Ça peut être aussi un Grave dans le Bordelais. Ce sont des vins très intéressants qui mêlent vraiment fraîcheur et onctuosité. Ou alors, pour ceux qui veulent un peu changer, parce que c'est vrai que je cite beaucoup de vins français, mais on peut aussi partir sur des vins étrangers, vous pouvez partir sur un Riesling allemand. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est bulles. On peut partir sur des bulles parce qu'il y a une vivacité, une acidité naturelle qui va faire écho en fait à celle du mets. Ça peut être, donc j'ai parlé des champagnes blancs de brut un petit peu avant. Vous pouvez aussi partir sur tout ce qui est crément d'Alsace ou de Loire. Ça va vraiment posséder la gourmandise et la minéralité nécessaire pour un accord qui va être vraiment superbe. Donc ensuite, on va passer aux viandes blanches. Donc là, l'objectif principal, ça va vraiment être de souligner la finesse de la volaille ou du porc, voilà, par exemple dans les viandes blanches, sans trop prendre le pas sur des saveurs qui vont quand même rester délicates. On va aussi apprécier une petite pointe de légèreté parce que souvent, en fait, avec ce type de mets, on va avoir des sauces qui sont peut-être un peu lourdes, comme une sauce à la moutarde ou une sauce forestière avec des champignons qui vont être crémés. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'alléger peut-être un petit peu tout ça. Pareil, quand une volaille ou enfin une viande blanche est cuisinée à la perfection, elle va offrir une chair qui est souvent moelleuse et fondante et qui va être parfaite en fait avec un blanc opulent et fruité. Donc ça peut être en Bourgogne un macon. Marie, je suis désolée, j'avais une petite question. Oui. Sur un poisson en ceviche, vinaigre agrumes, quel vin? Quel vin? Alors là, il y a deux options. Moi, j'aurais tendance à partir plutôt sur des vins plutôt secs parce qu'en fait, il y a quand même du citron. Donc attention avec le citron. Souvent dans les ceviches, il n'y a pas que du citron, mais souvent ce genre de choses, citron vert, etc.
Plutôt partir sur des vins secs, frais, sur la minéralité. Un Sancerre en Loire, par exemple, ça peut être très bien. Il y a aussi le Chablis. Et peut-être moins. En fait, j'ai un peu peur qu'avec des vins trop opulents, ça va venir casser la matière du vin, le côté très citronné. Donc plutôt partir sur des vins plus secs. Un Riesling aussi en Alsace, ça peut être parfait. D'accord. J'espère qu'on a répondu à la question. Oui, j'espère aussi. Merci. Donc oui, dans les viandes blanches, je disais, donc j'en étais au Mâcon. Il y a aussi tout ce qui est Saint-Joseph, les blancs de Vallée du Rhône en matière d'opulence et de fruité, c'est hyper intéressant. Donc là, j'ai mis Saint-Joseph, ça peut aussi être un Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Et vous pouvez aussi regarder du côté des vins rouges, surtout pour les clients qui n'aiment pas les blancs. Voilà, le but aussi, c'est toujours pouvoir s'adapter aux clients, donc toujours avoir plusieurs options. Parce que vous allez penser à un blanc et en fait, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire mais moi, je déteste les blancs, je n'aime que le rouge. Voilà, ça, on le sait, ça arrive même très fréquemment. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Dans ce cas, pas de panique, il y a plein de vins rouges qui peuvent aller avec les viandes blanches. Le tout, en fait, c'est vraiment de les choisir plutôt subtils et sur le fruit. Ça peut être l'élégance et le corset d'un Anjou ou d'un Saumur champignon en Loire. Ou alors, dans le Bordelais, un Pomerol, qui est, voilà, ce sont des vins très élégants, très racés, à majorité de Merlot. Ou un Grave, voilà. Et ça va vraiment être sublime sur des viandes blanches. Ensuite, on va passer aux viandes rouges. Donc, pour les viandes rouges, ça peut être agneau, bœuf, gibier. Elles sont souvent réputées vraiment pour leur puissance. On va avoir tendance à plutôt quand même puiser du côté des vins rouges pour les accompagner. Mais en fait, leur style va dépendre du mode de cuisson. Parce que même s'il y a des grandes bases, rien n'est jamais totalement simple dans les accords mets et vins. C'est des choses qu'on peut décliner à l'infini. Donc, oui, viande rouge, mais selon la cuisson, on va un peu varier les vins. Je pense aussi, par exemple, dans les petits tips un peu, avec des viandes qui sont grillées. Si, par exemple, je sais pas, dans votre restaurant, il y a un petit côté charbon, feu de bois, barbecue, des vins veillés en barrique, c'est incroyable avec. Parce qu'en fait, ça va rappeler ce côté un peu feu fumé de la viande. Et ça fait partie des accords qui sont vraiment magnifiques. Vous pouvez aller, donc, pour les viandes grillées, autres que barbecue, hein, ça peut être aussi, voilà, à la poêle. Partir dans ce cas du côté du Médoc, dans le Bordelais. Donc, contrairement à Pomerol, on est de l'autre côté de la Garonne. Et là, on est plus sur des vins à majorité de Cabernet Sauvignon. Donc, il va avoir un peu plus de corps, un peu plus de tanin en général. Moins sur le fruit et plus sur le côté costaud. Ensuite, dans le sud-ouest, vous pouvez partir à Cahors, avec des vins en général à base de Malbec qui sont charpentés et riches. Il y a un peu de tout à Cahors, il y a des assemblages, mais c'est vrai que souvent il y a des 100% Malbec qui peuvent être magnifiques avec des viandes grillées. Ou des assemblages Merlot-Malbec, ça peut être très beau aussi. Et Châteauneuf-du-Pape aussi, en Vallée du Rhône, ça c'est une appellation qu'on ne présente plus. Ce sont vraiment des crus racés qui vont très bien avec les viandes rouges grillées. Ensuite, il y a tout ce qui est ragoût, viande en sauce un peu mijotée, en fait, c'est surtout une question de texture. Là, ça a une texture très fondante. Et il faut aller plus vers une bouteille qui va être expressive et ample, avec des tanins plus fondus que celle pour les viandes grillées. On pense, par exemple, l'accord typique que je peux citer là, c'est bœuf bourguignon, pinot noir de Bourgogne. Voilà, le gros classique. Bah, dans la même idée, avec tout ce qui est ragoût, un peu comme ça, je pense à une dope provençale ou ce genre de choses. On va partir sur des vins qui vont venir vraiment envelopper le plat en bouche. Donc ça peut être un Vaqueras ou un Gigondas en Vallée du Rhône, un Bandol en Provence. En Corse, vous pouvez partir sur un Patrimonio. Et en Bourgogne, un Pommard. Donc là, ça va être un Pinot Noir, mais avec quand même un peu de corps et de structure, quoi. Donc ensuite, je vais passer aux plats végétariens. Ce sont des plats qui se développent de plus en plus ces dernières années et je trouvais ça important de les citer. Pareil, ça peut se décliner à l'infini. Des plats végétariens, il y en a énormément. Donc j'ai essayé de classer des grandes catégories pour déjà vous aider à vous y retrouver un petit peu. Donc dans les grandes règles, on peut citer en fait les vins blancs frais avec de la tension, avec des plats onctueux. Donc dans les plats onctueux, j'ai mis tout ce qui est pâtes, risotto, quiche, des plats où, en général il y a de la crème, des œufs qui vont amener cette matière en fait très moelleuse, très onctueuse. Là, vous avez plusieurs choix. Le Sauvignon blanc,
c'est vraiment un cépage qui va très bien avec ce type de plat. Après, vous pouvez partir sur... ça peut être soit un Sauvignon blanc qui va être plus fruité à Bordeaux, soit un plus minéral. Donc là, ça peut être Sancerre. Donc je pense à, par exemple, un entre-deux-mer qui va être assez minéral, mais quand même avec plus de fruits, ou un Sancerre, où là, on part vraiment sur un vin hyper tendu, note de pierre à fusil. Et ça peut être très intéressant avec ce type de plat. Encore une fois, ça dépend des goûts de votre clientèle. Donc en fait, si vous avez quelqu'un qui vous dit moi je préfère les vins plutôt sur le fruit, vous allez partir là-dessus. Moi je préfère les vins hyper secs, hyper tendus, ok, un Sancerre. Ou alors un Chablis de Bourgogne, ou en Savoie, il y a aussi l'appellation Apremont qui peut être très très intéressante. Je répète que ce sont vraiment les grandes catégories, hein, parce que sinon c'est infini. Après, je passe en fait aux plats, on va dire, plats un petit peu d'automne, qui vont être plus gourmands, les courges, les champignons, ce genre de choses. Là, on va aller chercher des blancs plutôt onctueux sur le gras. Donc, j'ai un peu catégorisé par cépage là, mais c'est des cépages qui souvent sont assez opulents. Et vous pouvez aller les chercher en général dans le sud de la France, donc ça peut être dans le Languedoc-Roussillon ou en Vallée du Rhône. Donc, Viognier, Grenache blanc. Et ensuite, pour tout ce qui est plat plutôt méditerranéen et légumes d'été, qui sont des plats un petit peu avec du caractère souvent, on va partir sur rosé de Provence ou alors un rouge un peu goulayant. Voilà, rouge un peu sur le fruit, délicat. Les rouges costauds avec des tanins sur les légumes, c'est quand même assez délicat parce que vous risquez vraiment de les écraser. Sauf exception, voilà, il y a toujours des exceptions en fait. Je sais pas, quelqu'un qui vous fait des légumes avec une sauce vin rouge, ça peut être possible. Une sauce miroir, sauce vin rouge, bon bah là vous adaptez, plus partir sur un rouge quand même plutôt sur le fruit. Mais il y a toujours des exceptions. Moi je vous donne les grandes bases. Donc là, pour ces plats méditerranéens, légumes d'été, donc soit rosé de Provence, soit dans ce qui est vin rouge, ça peut être Chinon ou Bourgueil en Vallée de la Loire. Un Beaujolais aussi, c'est hyper intéressant. Ou pareil, si on veut un peu sortir des frontières et aller ailleurs, partir en Italie avec un Chianti. Ça peut être aussi très très intéressant. C'est vins rouges qui vont vraiment venir envelopper le plat. Ensuite, on va passer un petit peu à la cuisine exotique. Donc là, pareil, ça fait partie des catégories que je trouve importantes d'aborder. Donc ça, c'est souvent un vrai casse-tête, hein, la cuisine exotique, parce que c'est des plats qui sont une explosion d'épices et de saveurs. Donc, je sais pas, je pense à un curry, un pad thai, quel vin on va choisir avec. Ce qui est très intéressant et qui peut en général surprendre les clients, ça peut être de miser sur des accords plutôt de contraste avec des vins blancs moelleux. Je mets là une petite mention spéciale au Gewürztraminer vendange tardive en Alsace, parce que en plus de ça, le Gewürz c'est un cépage qui va vraiment en fait avoir des arômes de fruits exotiques. Il va y avoir de l'ananas, du litchi, des arômes comme ça qui vont en fait rappeler ceux du plat finalement, et ça va être hyper intéressant. Et en plus, sa douceur a vraiment l'avantage de venir atténuer un petit peu la puissance des épices. Quand je dis épices, il y a le côté aussi un peu pimenté. C'est très intéressant parce que ça va vraiment apporter de l'équilibre. Voilà, je le redis encore, l'important dans les accords mets vins, c'est l'équilibre. C'est vraiment le plus important. Ça peut être aussi un muscat en Alsace, pareil des cépages hyper aromatiques. Ou alors un Vouvray moelleux en Touraine. Là, ça va être plutôt le chenin qu'on va sublimer à travers des blancs qui vont être vraiment empreints de douceur. Et c'est exactement le profil qu'on va rechercher. Ensuite, là, je parle de rosé méditerranéen. Alors, ça peut être en soi, ça peut se tester, franchement, sur la cuisine asiatique. Mais c'est plutôt, moi, les rosés méditerranéens, là, c'était plutôt sur des plats, je pensais au bassin méditerranéen. Et par exemple, un couscous. Couscous, tagine, ce genre de choses. Incroyable avec des rosés méditerranéens. Donc ensuite, je vais passer au fromage. Donc là, en fait, les fromages, je vais y revenir un petit peu plus tard. Faut garder ça en tête. Là, je fais vraiment deux grandes catégories. Mais je vais revenir sur les fromages bien plus en détail quand je vais parler des idées reçues. Donc, je les ai classés en deux catégories. Les fromages, on va dire doux. Et ensuite, on va voir les fromages, on va dire puissants. Donc, dans les fromages doux, ça va être tout ce qui est chèvre frais, mozzarella, brousse, feta, etc. Ces fromages vraiment sur la délicatesse et la subtilité. On va vraiment faire attention en fait à pas trop les écraser. Donc plutôt partir sur des vins blancs qui vont être droits et aériens
et qui vont pas trop prendre le dessus. Voilà, faut vraiment faire attention à ça et à leur saveur délicate. Donc, va y avoir par exemple la vivacité assez remarquable d'ailleurs d'une appellation que j'aime beaucoup qui va être l'étoile dans le Jura, appellation un peu méconnue, mais très intéressante avec ce type de mets. Il y a aussi un quincy en Loire qui va avoir beaucoup de souplesse et d'harmonie, ou dans la même région, la minéralité d'un Sancerre. Voilà, vous remarquez que ça fait plusieurs fois que je cite l'appellation Sancerre. Il y a des appellations comme ça qui reviennent un peu. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de maîtriser les accords mets et vins, parce que on peut aussi y penser pour construire sa carte des vins. Par exemple, là, ça fait plusieurs fois que je cite Sancerre. Vous savez que ça va sur beaucoup de plats différents. Vous pouvez vous dire, tiens, si j'en ai pas à ma carte, bah, je vais peut-être en mettre un, parce que ça va avec plein de plats, et je peux l'accorder avec plein de choses. Au moins, si on me demande qu'est-ce que je peux boire avec ça, je vais souvent avoir ça en solution de repli. Enfin, solution de repli entre guillemets, voilà. Mais c'est des vins qui sont hyper intéressants à avoir. Pareil, le rosé méditerranéen assez classique. Les gens ont tendance malheureusement à voir ça trop comme un vin d'apéritif, mais ça peut s'accorder, ça peut être hyper intéressant avec beaucoup de plats. Voilà pour le Sancerre. Ensuite, on peut partir quand même un petit peu aussi sur des vins rouges. Donc, vin rouge plutôt fruité. Là, pareil, c'est si vous avez un client qui vous dit, moi, c'est le rouge ou rien. Pas de problème, on peut toujours s'adapter. On va juste partir sur des vins pareils, sans quand même trop de structure ou de tanin, rester dans la délicatesse, parce que sinon ça va complètement écraser votre fromage. Donc là, je pense à un Saint-Amour dans le Beaujolais. Ça va être vraiment parfait. Ensuite, on va passer au fromage donc puissant. Donc là, ça va être camembert, gorgonzola, maroilles, etc. Je le répète, je vais revenir plus en détail au fromage. Voilà, parce que là, vous pouvez vous dire, mais un camembert, un gorgonzola, c'est quand même hyper différent. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des vins qui peuvent aller avec tous. Après, je détaillerai vraiment selon les catégories de fromage. Pas de persillé, croûte fleurie, etc. Donc, dans tout ce qui est fromage puissant, on peut partir, en fait, la première option, c'est de partir vraiment sur une rencontre, on va dire, musclée, avec un rouge plutôt structuré, au tanin velouté. Là, je pense à un Pomerol, dans le Bordelais, un Saint-Nicolas de Bourgueil aussi en Loire, c'est très intéressant. Dans le Beaujolais, un moulin à vent. Pareil, vous remarquez, Beaujolais, je cite différents crus du Beaujolais, mais ça, c'est le genre de région, on peut faire plein de choses avec, et les associer à plein de plats. Très intéressant. Donc, moulin à vent dans le Beaujolais, et je pense aussi à un Faugère dans le Languedoc-Roussillon. Autre possibilité, ça va être de jouer sur le contraste. Oui. Ouais, je sais pas si je voulais que tu termines, mais j'ai une question de Guillaume qui me dit si je ne peux choisir qu'un seul vin pour les fromages, lequel choisir? Lequel choisir? Alors ça, je veux bien qu'on y revienne si ça vous va, au moment des idées reçues, quand je vais vraiment détailler tous les fromages. Ça marche. Eh ben, on y Parce que là, je reviendra. vais vraiment faire croûte fleurie, fromage de chèvre, etc. Et ça ira bien avec cette question, donc je veux bien qu'on y revienne à ce moment-là. Eh ben, on y revient tout à l'heure alors. Ok, Merci. super, Je te merci. laisse continuer. Et donc oui, la deuxième option pour les fromages puissants, c'est de partir sur un vin blanc moelleux. Donc tout ce qui est Coteau du Léon en Loire, qui va posséder aussi une acidité. En fait, il va y avoir une belle trame acide, donc ça va permettre d'enlever trop de lourdeur. C'est ça qui est bien. Sainte-Croix-du-Mont ou Bergerac dans le Sud-Est aussi, très, très intéressant. Et ça va vous permettre, en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, on peut se dire un vin moelleux avec du fromage, c'est peut-être un peu bizarre. Non, parce que comme les épices, en fait, ça va venir équilibrer et tempérer un peu la puissance du fromage. Voilà, accord à tester si vous connaissez pas, c'est vraiment incroyable. Donc ensuite, on va passer au dessert. Pareil, pour les desserts, j'ai divisé en deux grandes catégories. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, évidemment, si vous avez des choses un petit peu plus précises. Mais là, forcément, sur les fondamentaux, je ne pouvais pas détailler absolument tous les mets qui existent, en fait. Donc, je vais faire dessert fruité et dessert chocolaté. Déjà, ça, rien qu'en connaissant ça, vous pouvez vous adapter quand même à plein de choses différentes. Donc, dessert fruité, je pense les tartes, les entremets, voilà, et tout ce qui est plutôt fruits frais ou cuits ou confiturés. L'accord traditionnel, celui avec lequel vous ne pouvez jamais faire fausse route, ça va être un vin blanc moelleux. Pareil, je le répète, c'est bien de choisir des vins blancs moelleux qui vont avoir une trame acide quand même assez intéressante. Je pense surtout pour un dessert, parce que c'est bien de ne pas finir le repas sur quelque chose de trop lourd. Le dessert, c'est quand même la dernière impression que les gens ont de vous quand ils quittent votre restaurant. Donc attention à ne pas finir sur trop de l'odeur, parce que ça peut
c'est dommage, ça peut un peu gâcher toute l'expérience finalement. Donc un Gewürztraminer vendange tardive encore, hyper intéressant parce que belle trame acide. Un coteau du Léon en Loire aussi, très intéressant. Sauterne dans le Bordelais, c'est vraiment une appellation incontournable, voilà, dans ce type de vin. Et pareil, parce que j'aime bien vous glisser un petit peu des vins étrangers, un Tokai en Hongrie. Ça, c'est vraiment l'un des liquoreux les plus réputés au monde. Et donc, si vous avez l'occasion d'avoir ça sur votre carte, voilà, avec un dessert, ça peut être incroyable. Vous pouvez aussi choisir de sortir des sentiers battus. Là, ça dépend de ce que vous proposez sur votre carte des vins, si c'est assez étendu ou pas. Donc, tout ce qui est vin doux naturel, ça peut être top. Plutôt, par contre, blanc ou rosé, pas des rouges sur les desserts. Mais je pense à un rasto dans Languedoc-Roussillon. Et sur les desserts aux fruits rouges, vous pouvez tenter un effervescent. Rosé, par contre, et de préférence avec un peu de sucrosité en bouche, comme des demi-secs. Mais vu qu'il y a beaucoup de notes de fruits rouges dans les rosés, les effervescents rosés, pardon, ça va être parfait avec ces desserts de fruits rouges. Donc ensuite, on va passer au dessert chocolaté. Là aussi... Marie, j'ai une petite question du coup sur la partie dessert fruité. On me demande quel vin tu conseilles avec une tarte aux pommes. Ah oui, tarte aux pommes, le gros classique, tarte tatin, etc. On peut rester sur un blanc moelleux, coteau du Léon, très intéressant. Un Riesling vendange tardive aussi, parce que ça fait 2 fois que je parle de Gewürztraminer, mais il y en a d'autres de vendange tardive en Alsace. Riesling, ça peut être bien, parce que je pense qu'il y a un côté aussi un peu minéral qui peut être très beau avec les pommes et apporter une certaine légèreté. Parce que tarte aux pommes, c'est souvent un peu caramélisé, donc c'est un peu costaud en fin de repas. Donc c'est bien d'apporter une pointe de légèreté. Pareil, alors je sais qu'on sort un peu du prisme des accords mets vins, mais vous pouvez proposer un cidre très bien sur une tarte aux pommes. Voilà, il y a des choses un peu différentes comme ça qu'on peut faire aussi. Ça marche, merci beaucoup. Donc aussi pour les desserts chocolatés. Donc là, 2 options un petit peu, enfin 3, mais surtout 2 grandes. Soit jouer sur la douceur, donc je reviens à mes vins doux naturels, mais là plutôt en rouge. On part dans le Roussillon encore, ça c'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas, une grande spécialité du Roussillon, les vins doux naturels rouges. Je crois qu'ils sortent 80% de ceux de France ou quelque chose comme ça. Donc on va partir à Mory ou à Bagnols. Et si vous voulez traverser les frontières, vous pouvez aller aussi sur un Porto, grand classique aussi, qui va être très très beau avec un dessert chocolaté parce que ça peut aussi avoir des notes, des fois un peu de cacao. Vous pouvez aussi partir sur un vin rouge légèrement tannique, mais qui va rappeler le cacao. Je dis légèrement tannique, pas trop astringent, parce que le cacao étant déjà chocolat assez amer, attention à pas trop durcir ce côté amer. Surtout, voilà, là, ça dépend aussi des desserts. Ça, pareil, on peut en parler un petit peu pendant des heures. Chocolat noir, chocolat au lait. Bon, chocolat blanc, je le classe vraiment à part. Pour moi, il va limite avec les desserts fruités. Mais déjà, rien qu'entre chocolat au lait et chocolat noir, c'est hyper différent. Chocolat au lait, partez plutôt sur des vins doux naturels rouges. Chocolat noir, vin rouge légèrement tannique. Attention peut-être à vin rouge un peu tannique avec du chocolat au lait parce que ça va un peu jurer avec le sucre. Donc pour ces vins rouges, on va plutôt partir là sur des rouges sudistes qui vont venir un peu envelopper en fait ce chocolat. Ça peut être un Bandol en Provence ou un Châteauneuf du Pape en Vallée du Rhône, par exemple. On peut aussi partir sur des effervescents demi-secs. Là, on part plutôt sur des blancs, des rosés. Et des vins plutôt opulents et frais, que ce soit en champagne ou en crémant, donc surtout demi-sec. Partez pas sur un sec, ça risque de un peu trop jurer avec l'amertume du cacao. En Italie, vous pouvez partir sur un Moscato d'Asti, qui a vraiment une sucrosité naturelle qui peut être très intéressante ici. Donc ensuite, on va passer aux idées reçues. Donc là, en fait, ça va vraiment être pour conclure, on va briser pas mal d'idées reçues sur les accords mets vins pour encourager une approche qui va être beaucoup plus flexible et adaptée au goût des clients. Donc, première idée reçue. On vous propose un petit sondage, n'hésitez pas à le répondre si selon vous, on peut proposer du rouge avec du poisson. Donc justement, on va commencer par là. Donc pour moi, la première grande idée reçue, c'est le poisson. Ça ne va
qu'avec le vin blanc. Alors c'est vrai qu'il y a des poissons très fins, comme la lotte, la sole, le Saint-Pierre, qui vont vraiment préférer un vin blanc. Mais il y a d'autres poissons qui vont avoir en fait une chair plus consistante, un goût très affirmé et qui eux vont plutôt réclamer un vin rouge. Ça peut être un cabillaud, un saumon, un rouget ou du thon aussi, voilà, surtout quand ils sont grillés. Je répète, les arômes de grillé, ça va très bien avec les vins rouges. Et là, en fait, ils vont plutôt apprécier finalement des vins rouges légers, pas forcément des vins blancs comme un Chablis ou un Sancerre. On va partir sur un rouge plutôt frais quand même, au tanin fondu. Donc ça peut être tout ce qui est pinot noir. Vous ne pouvez quasiment jamais vous tromper avec un pinot noir, sauf viticulteur totalement à part qui a sorti un pinot noir particulier, mais ça dans tous les cas vous le saurez. Mais sinon, le pinot noir qui soit de Bourgogne, de Loire ou d'Alsace avec ce type de poisson, ça peut être super. Ensuite, la viande, ça ne va qu'avec le vin rouge. C'est faux. Bon là, je vous ai un petit peu spoilé au début parce qu'on a parlé de viande blanche et de vin et que j'ai parlé de vin blanc. Mais il y a aussi d'autres choses, d'autres choix que des vins rouges pour des viandes rouges. Il n'y a rien de mieux en fait qu'une belle bouteille de rouge, c'est vrai, avec une bonne côte de bœuf brisé, etc. Mais il y a d'autres choses. Vous pouvez partir par exemple sur tout ce qui est rosé de gastronomie. Là, je pense notamment au Tavel. Donc ça, c'est un rosé qui est vraiment à part. C'est d'une appellation donc dans la vallée du Rhône qui est dédiée exclusivement au rosé. Ils ne font que ça. Et ce sont des rosés très riches et très corsés. Donc ça peut largement tenir tête à une viande rouge. Pareil, des rosés de Bandol, surtout des rosés à base de mourvèdre qui vont avoir beaucoup de matière, beaucoup de structure, et même quelques tanins, en fait, ça va être beaucoup de fruits rouges et un peu de tanins. Vous pouvez y aller sur les viandes rouges, il n'y a aucun problème. Aussi, si vous voulez partir sur les vins blancs, alors c'est pas exactement un vin blanc, on peut le dire, mais un vin orange, qui sont ces vins de macération très à la mode ces dernières années. Et en fait, ce sont des vins blancs, mais avec des tanins, avec une structure un peu tannique, parce qu'ils sont faits comme des vins rouges. Donc les peaux macèrent, et il y a ce côté tannique qui peut être ultra intéressant et surprenant, surtout sur des viandes rouges. Là, pareil, si vous avez quelqu'un qui vous dit je veux une entrecôte ou une côte de bœuf, quoi, mais par contre je déteste le rouge, pas de problème. Un rosé hyper structuré, un vin orange, et vous allez pouvoir lui servir un vin qu'il ou elle va apprécier. Ensuite, pour les viandes blanches, donc ça, je l'ai redit, donc je vais passer un petit peu plus vite dessus. On va quand même se tourner plutôt vers les blancs, hein. C'est quand même bien souvent mieux, en dehors des rouges sur le fruit. Mais par exemple, un poulet rôti, qui est le plat un peu familial du dimanche par excellence et qu'on aime bien manger dans les bistrots aussi, ça a une peau dorée, bien croustillante, bien grasse, et ça va être très beau avec un chenin de Loire, ou aussi, alors attention, je sais que ça surprend, mais un sauterne, des vins un peu moelleux, gorgés de sucre, avec justement le côté gras et croustillant de la peau. C'est incroyable comme accord, très surprenant et vraiment incroyable. Ensuite, donc voilà, je vais passer au fromage. J'ai pas oublié la question de tout à l'heure, c'est juste que je la fais à la toute fin des fromages. J'ai pas oublié. Donc, pour les fromages, donc là, vous voyez, j'ai beaucoup plus détaillé. Donc, on va faire les croûtes fleuries, les croûtes lavées, les pâtes dures, les pâtes persil, les fromages de chèvre. Et après tout ça, je pourrais vous dire si on ne peut choisir qu'un vin, lequel choisir plus ou moins. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on va toujours se dire les fromages, ça ne va qu'avec le vin rouge. Ça va un peu quand même avec le cliché du français, le berry, la baguette de pain, le camembert et la bouteille de rouge, quoi. Mais on peut aussi en sortir. Et surtout que, justement, ça va très bien avec cette question, un plateau de fromage, en général, il y a tellement de complexité et de saveurs que pour l'accommoder d'un seul vin, c'est très compliqué. Et en général, justement, on va choisir des fromages qui vont bien ensemble. Donc, que vous en servez seulement quelques tranches ou vraiment un plateau gourmand avec des saveurs diverses. Ça peut être aussi agrémenté de confitures, de fruits frais ou secs, de tranches de pain. Pareil, il y a plein de pains différents. Pain de mie, une croûte croquante. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui vont venir intervenir là-dedans. Donc, je vais essayer de vous donner plein d'options possibles pour que vous puissiez vous adapter. Donc, on va commencer par tout ce qui est croûte fleurie, mais avec une pâte onctueuse, comme justement le camembert. Le brie aussi dans un autre registre. Vous voyez que même dans les croûtes fleuries, camembert, brie, voilà, deux choses qui sont quand même assez différentes en termes de saveur. Donc, c'est pour ça que je propose pas mal de vins quand même différents.
Donc, un camembert, ça va être très intéressant avec du blanc, figurez-vous. Donc, un Savennières de Loire, suave et plutôt harmonieux, avec une belle structure, ça va vraiment permettre d'enrober le camembert sans trop l'écraser. Pareil avec un Pinot Blanc d'Alsace ou alors un Saint-Véran en Bourgogne. Ça, c'est des appellations qui sont pas forcément très connues, mais qui peuvent être magnifiques. Pour les plus traditionnels, vous pouvez partir sur le rouge. Voilà, j'essaye toujours de vous proposer plusieurs options pour pouvoir vous adapter au goût de vos clients. Par contre, dans les rouges, en fait, on a toujours tendance à se dire le camembert, un rouge hyper fort, hyper structuré et tout. Pas forcément, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, le cœur du camembert, c'est très crémeux. Et dans ce cas-là, c'est bien d'éviter trop de tanin, en fait. Donc, on repart dans le Beaujolais avec un brouillé. Là, ça va être souplesse, délicatesse, ce genre de choses. Ou alors, j'ai proposé un vin italien aussi du Piémont, c'est un Dolcetto, et beaucoup de souplesse et avec des tanins doux. Ça va être vraiment intéressant ici. Ensuite, on va passer à tout ce qui est croûte lavée. Donc ça, ce sont les Münster, les Langres, ce type de fromage avec la croûte un peu orangée. Ça, c'est des fromages qui ont une forte personnalité au nez, un petit peu en bouche aussi, mais attention, leur chair est quand même souvent plus douce et subtile qu'elle en a l'air. Donc, il faut jamais perdre ça de vue. C'est onctueux, c'est complexe et ça a beaucoup de saveurs lactiques. C'est pour ça qu'on aime bien en fait les mettre avec des blancs. Ça peut être un Alsace Riesling racé et puissant, mais qui va avoir quand même une certaine légèreté qui va compenser le gras du fromage en bouche. Sur les Riesling, vous pouvez partir en Allemagne aussi si vous avez des vins étrangers. Autre option, un Mâcon en Bourgogne, qui va être opulent et qui va dévoiler tout ce qui est senteur un peu de fleurs blanches, d'agrumes, de verveine. Et les fleurs blanches, ça rappelle un petit peu la croûte de ces fromages-là. Très intéressant. Et ça va venir enrober le fromage. Ensuite, on va passer aux pâtes dures. Donc, les pâtes dures, ça va être un comté, par exemple. Là, moi, je voulais vraiment partir sur un accord un peu à part, mais que je trouve vraiment sublime. C'est un vin jaune du Jura. Ce sont des vins un peu particuliers, enfin très particuliers même, à base de savagnin. Et en fait, c'est un processus assez unique. Il y a un élevage minimum de 6 ans et 3 mois en fût de chêne et sans houillage. C'est-à-dire que, en fait, je pense que si vous le savez ou pas, mais on rajoute du vin pour que les barriques soient toujours pleines au fur et à mesure parce que ça s'évapore et c'est la fameuse part des anges. Et ça s'appelle le houillage, ce fait de rajouter du vin comme ça dans les barriques. Et là, en fait, pour les vins jaunes, on ne le fait pas. Donc, en fait, la barrique se vide un peu et il va y avoir un voile de levure qui va se poser. Et ça va offrir au vin, en fait, un goût hyper particulier. Et ça donne des cuvées très puissantes, très intenses, avec des arômes un peu de pommes vertes, de noix aussi. Et ces arômes de noix, c'est incroyable avec le comté. Voilà, c'est vraiment riche et persistant. Et c'est particulièrement adapté à des fromages très affinés. Là, je parle de comté, ça peut être d'autres fromages très affinés, attention. Enfin, sur d'autres catégories. Le vin jaune, c'est vraiment l'accord surprenant. Je pense ça très bien pour des gens qui veulent vivre une expérience culinaire un peu à part. Vin jaune du Jura avec du fromage, magnifique. Pour les personnes qui veulent plus des choses un peu plus classiques, plutôt un vin blanc ample comme un Châteauneuf-du-Pape. Ensuite, pour tout ce qui est pâte persillée, comme Roquefort, Fonte d'Ambert, Gorgonzola, là vous avez deux solutions possibles. Soit, en fait, vu que ça a un goût très prononcé, soit vous pouvez choisir d'offrir de la douceur, soit de vous y opposer avec force. Voilà, c'est soit le combat de titan, soit un petit peu le câlin. Donc la première option, ça va être le combat, le câlin en fait. Donc sauterne, très bien, parce qu'il y a une sucrosité qui va venir vraiment contrebalancer le côté salé et jouer sur le contraste. Pareil, je vous ai mis une petite appellation du sud-ouest qui s'appelle Saucignac. C'est à Bergerac, en fait, il y a les Bergerac qui sont beaucoup plus gros et très connus, et il y a Saucignac, petite appellation incroyable, qui sort des vins comme ça, moelleux, assez méconnus, et avec une trame acide magnifique. Pareil, un Alsace Riesling, vendange tardive. Ensuite, vous pouvez aussi mettre du rouge. Comme je dis, il y a plus ou moins, en gros, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, plus ou moins. Donc on peut aussi choisir de mettre un rouge sans problème. Dans ce cas, attention, alors, plutôt des vins sur la rondeur, voilà. Pas trop de tanins, ça va durcir les tanins. Donc ça peut être un Gevrey Chambertin de Bourgogne, qui va être vraiment rond, charmeur. Un Chinon aussi en Loire, ou alors un Pinot Noir en Alsace. Hyper intéressant.
Et enfin, je finis avec les fromages de chèvre. Ça, c'est une saveur très typée qui n'est pas facile à amadouer. Par exemple, je pense, vous pouvez, avec un rocamadour assez fondant, vous pouvez faire un accord régional avec un bergerac. C'est un vin vif, riche en agrumes, épices, fleurs séchées, top avec les fromages de chèvre. Vous pouvez aussi choisir de bousculer un peu les codes avec un Sancerre de Loire qui va être aérien et élégant, ou partir sur quelques bulles avec un crément. Du coup, maintenant qu'on a fini les fromages, j'en reviens à la question, est-ce que je peux mettre qu'un seul vin sur un plateau de fromage? Alors oui et non. Oui et non, ça dépend parce que par exemple, si vous mettez du chèvre, vraiment j'ai tendance à dire éviter les vins rouges. Vous pouvez quand même vous en sortir avec peut-être un pinot noir d'Alsace ou un petit Beaujolais, enfin des vins très légers. Mais c'est vrai que fromage de chèvre, c'est quand même blanc, blanc, blanc. Ça a tendance vraiment à jurer avec même les tanins un peu fondus. Donc moi, je vous déconseille, quoi qu'il arrive, si vous avez du chèvre sur votre plateau, de mettre autre chose que du blanc. Et dans ce cas-là, vous l'avez vu, il y a plein de blancs qui peuvent s'accorder sur plein de choses. Euh, et encore que si vous avez du chèvre et une pâte persillée, voilà, attention. J'aurais plus tendance à partir dans ce cas-là sur un Alsace Pinot Noir hyper léger. Voilà, si vous avez ces deux-là, mais essayez de ne pas mettre les deux sur un même plateau, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué de mettre un même vin pour ces deux-là. Après, vous remarquez que croûte lavée pas dure, croûte fleurie, franchement, c'est assez transversal et déjà, vous avez de quoi faire un plateau assez fourni. Voilà. Donc ensuite, dans les idées reçues, on va continuer avec l'accord foie gras et sauterne. Gros, gros classique. Sauf qu'en fait, cette tradition, elle vient d'une époque où le foie gras, on le servait plutôt en fin de repas, comme un entremets entre le plat et le dessert. Aujourd'hui, c'est une entrée, et enfin, la plupart du temps, ou alors même à l'apéritif. Et comme j'ai déjà dit, le liquoreux ou le moelleux en entrée, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça tapisse votre palais et vous êtes un peu foutu pour la suite du repas, quoi. Donc, on va plutôt privilégier en fait un grand vin rouge avec des tanins enveloppés. Donc ça peut être un Saint-Émilion dans le Bordelais ou un Gros Hermitage en Vallée du Rhône. On peut aussi l'accompagner d'un champagne très, très intéressant en fait avec des bulles, mais des bulles très plutôt sur la vivacité. Et encore que un blanc de noir, un vin assez vineux, ça peut être très beau sur des foie gras. Si vous tenez quand même vraiment au vin blanc, je vous conseille plutôt de le prendre sec. Et vous pouvez partir en Bourgogne avec un meursault qui va avoir beaucoup de matière et qui va être ample et qui va venir enrober le foie gras. Ensuite, dernière idée reçue, ça va être le champagne et le dessert. Ça pareil, c'est un gros classique. Et au final, pourquoi? Si, parce que le champagne a ce côté très festif. Donc c'est vrai, on arrive en fin de repas, on a toujours quelque chose à fêter, ou alors ça vient peut-être aussi un petit peu des gâteaux d'anniversaire en fin de repas, donc on va servir des bulles avec. Alors que, en fait, le champagne et le sucre ne font pas bon ménage du tout. C'est vraiment l'ennemi du champagne. Et c'est une situation qui va s'aggraver avec un dessert chocolaté, où là, ça va être un petit peu la catastrophe avec l'amertume du cacao. Alors, vous pouvez quand même partir sur des champagnes, mais dans ce cas-là, je vous conseille de le prendre en demi-sec. Il faut quand même un minimum de sucrosité. S'il est trop sec, ça va vraiment jurer avec votre dessert. Et j'ai mis vin rouge du Rhône, là c'était plus pour les desserts chocolatés. Le vin rouge du Rhône, très beau. Si vous restez sur du fruité, partez sur du champagne. Et comme j'ai déjà dit, enfin demi-sec, comme j'ai déjà dit, fruits rouges, plutôt rosé. Voilà, très intéressant. Donc voilà pour les fondamentaux et les idées reçues. C'est vrai que connaître tous ces accords, je pense que c'est assez fondamental, mais surtout, n'oubliez pas quand même d'avoir une approche créative et adaptée aux préférences de vos clients. Offrir des accords personnalisés, ça peut vraiment transformer un repas ordinaire en une expérience mémorable et ça peut vraiment créer une fidélité durable et une identité unique pour votre restaurant. Donc moi, je finirai en un peu vous donnant des tips pour mettre en avant en fait tous ces accords mets et vins et maximiser leur impact. Ça peut passer en fait par la création de menus dégustation spéciaux où chaque plat serait associé à un vin précis. Vous pouvez faire des soirées à thème également, dans la même idée. Vous pouvez aussi utiliser vos réseaux sociaux pour partager vos conseils en termes d'accords. Surtout que ça, ce sont des choses qui sont très recherchées par les gens en ligne. Donc en plus, ça peut vous aider de plein de côtés. Enfin, déjà démontrer votre expertise et en plus éventuellement gagner en communauté, followers qui vont devenir vos clients. Et ça peut être aussi créer des supports efficaces. Là, je pense le plus évident, c'est une carte des vins
avec des descriptions de chaque cuvée et des suggestions d'accords à chaque fois à côté. Vous n'êtes pas obligé de partir sur des choses trop compliquées, hein, mais juste, vous avez une petite phrase de description et ensuite un ou deux plats. Voilà, ça va très bien avec ça ou ça. Et surtout, le dernier, c'est formation des équipes. Alors, je sais que c'est compliqué, notamment ces dernières années, d'avoir des équipes extrêmement formées et tout, mais rien que toutes ces bases que je viens de vous montrer, ça peut aider à bien consommer le client et à vraiment l'inciter à opter pour un vin qu'il n'aurait pas forcément choisi en premier lieu. Donc voilà pour moi, et maintenant je vais laisser à nouveau la parole à Justine. Alors, pour venir un peu appuyer ce que vient de dire Marie sur la présentation des accords mévins sur les cartes, on va vous donner quelques petits conseils. La première, qui est un petit peu la plus évidente, c'est que il ne faut pas hésiter à indiquer la suggestion de vin directement sous chaque plat. Voilà, ce tel vin blanc pour tel poisson, etc., afin de guider le client dans son choix et faciliter sa recherche sur les accords mévins. La deuxième approche consiste à l'inverse à structurer la carte plutôt autour des vins et non plus autour des plats. Par exemple en disant qu'avec ce blanc sec, nous recommandons plus cette assiette de fruits de mer ou ce risotto crémeux. Et une des troisièmes astuces, c'est de rendre la carte visuellement claire et attrayante. Donc en fait, c'est ce qu'on voit à travers le screen que vous pouvez voir ici. L'idée, c'est de jouer, par exemple, sur les pictogrammes. Donc vous voyez à droite, par exemple, pour la présentation des vins, on va avoir une description un petit peu engageante en dessous du vin pour le Puy-Seguin Saint-Émilion. Mais à côté, vous pouvez également mettre en avant les labels biologiques, le fait que ce soit un produit local, que c'est votre coup de cœur, etc. Ça aide en fait visuellement dans la lecture pour votre client. Voilà, ça simplifie sa lecture visuelle. Et vous pouvez bien sûr faire pareil pour les plats avec le Made in France, etc. Vous pouvez également utiliser des jeux de couleurs, par exemple en mettant une petite pastille rouge pour dire que c'est un vin rouge, ou une pastille rosée pour dire que c'est rose pour dire que c'est du vin rosé, ou une pastille jaune pour présenter vos vins blancs. Ça permet encore une fois de simplifier la lecture pour vos consommateurs sur leur carte. Sur notre espace mise au goût, justement, on a un outil qui permet de créer des cartes des plats, des cartes des vins, etc. Et vous avez de quoi faire pour justement illustrer tout ça en intégrant des pictogrammes, des icônes, des jeux de couleurs, etc. Un dernier point important pour sublimer vos accords mévins, ça va résider dans la description de vos vins. C'est-à-dire d'inclure des explications qui soient à la fois détaillées et appétissantes, comme par exemple avec ce chardonnay qui a des notes de vanille et de beurre, on vous conseille ce saumon grillé, etc. Vraiment donner une description appétissante. Et si vous avez une carte numérique, puisque c'est quelque chose qui se tend à se développer, Misogo propose notamment la carte digitalisée, vous pouvez aller encore plus loin en présentant par exemple directement vos vins. Donc c'est pas juste une description, mais vous allez aller plus loin en mettant en avant les caractéristiques gustatives, les cépages, vous pouvez présenter vos viticulteurs, le domaine, etc. C'est vraiment d'avoir une carte enrichie autour de vos vins. Donc, c'est ce que vous voyez sur le screen tout à gauche. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais l'idée est là. Au milieu, vous allez avoir ce qu'on propose avec Misogo et l'application qui permet l'accord mévin de définir en fonction de chaque plat si ça a un bon accord, un très bon accord ou un accord parfait. Donc, au milieu, le screen du milieu, vous voyez qu'en fait, en fonction d'un plat, on va aller derrière conseiller le client sur les vins qui se marient plus avec le plat qu'il aura sélectionné. Ou à l'inverse, en fonction du plat, vous pouvez voir les vins qui sont recommandés. C'est ce que vous voyez sur la dernière capture. Et nous arrivons à la fin. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Il y en a eu pas mal pendant le webinaire. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? N'hésitez pas à le dire dans le chat si c'était bon pour vous, s'il y a des points que vous souhaitez éclaircir ou pas. Sur la petite minute qui reste. Ouais, c'est vrai qu'on est dans l'heure. C'est parfait, d'accord.
Bon, en tout cas, sachez que si jamais vous voulez approfondir des points ou si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à cette adresse, hein, contact@misoku.fr. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On espère que ça vous a permis de découvrir de nouvelles opportunités pour valoriser vos vins. Voilà, donc en suivant ce que les bases expliquées justement par Marie, et comme l'a dit Marie, en tenant quand même toujours compte des préférences du client, je pense que vous avez un petit peu les clés pour valoriser votre carte des vins, pour améliorer l'expérience aussi des clients, pour optimiser vos ventes. Et voilà, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre participation et je te remercie Marie pour ton expertise. Merci, merci à tous et j'espère, oui, que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant et que je vous ai appris plein de choses que vous allez pouvoir utiliser après. Alors, merci beaucoup Mathieu en tout cas. Je suis contente. En plus, vous êtes dans le domaine, donc c'est cool si ça vous a plu. Pascal? Est-il possible oui, mais en quel rôle? Sommelier conseil ou ce genre de choses? Oui, oui, absolument. Mais je suis en freelance, je suis en auto-entrepreneur, donc oui, je peux tout à fait faire ça. Et en tout cas, si vous avez besoin des conseils de Marie, vous pouvez nous écrire à contact@misogu et je lui retransmettrai votre demande, il n'y a aucun problème. Merci à tous en tout cas, c'était vraiment un plaisir. C'était la première fois qu'on faisait une initiation aux accords Mévin et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir refaire, voire approfondir sur d'autres sujets, comme par exemple le vin sans alcool qui tend à évoluer, etc. Voilà. Et les mébières aussi, il faudrait on peut faire ça. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que la bière tend à se développer surtout dans les régions du Nord, mais ça avance pas mal. C'est comme le mévin, ouais, il y a une tendance. Ah oui, il y a de quoi faire avec toutes les distilleries artisanales et les styles de bière. Oui, on peut vraiment faire un repas à la bière. Ouais, et d'ailleurs, on en a déjà parlé en interne, on devrait pouvoir faire ça puisqu'on propose justement aussi des accords mébières sur l'application Misogu. On vous écrira sur le sujet, il n'y a pas de souci, lorsqu'on organisera ce type d'événement, que ce soit pour approfondir des thématiques sur le mévin ou sur le mébière. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci, au revoir.